Alors, cette vidéo ne va pas vous présenter quelque chose de nouveau, mais simplement des améliorations sur un projet que j'avais déjà eu l'occasion de vous montrer, c'est-à-dire mon chargeur de batterie pour cette batterie donc au lithium fer phosphate. Alors, c'est une vidéo qui va être purement technique, je vous préviens, je pense qu'on ne va pas vraiment rigoler. C'est un chargeur qui me satisfait toujours de par son fonctionnement, mais qui pour moi a toujours eu une forme de défaut, c'est-à-dire que son rendement n'est pas génial, il dépasse à peine les 73%. Et ça m'a toujours un peu dérangé quelque part de gaspiller 27% d'électricité dans ce boîtier. Et j'ai donc décidé de le démonter, de tout réétudier, tout revoir pour essayer de savoir quel composant, quelle chose je pourrais changer pour tenter de grappiller des points de rendement. Alors je sais que c'est un projet qui n'intéresse pas tout le monde, d'autant plus que j'avais déconseillé de le reproduire dans la première vidéo de présentation, et ça me semble toujours valable aujourd'hui pour des raisons de sécurité, pour les mêmes raisons donc. Mais après tout, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que dans ce que je vais raconter là, il y aura des informations qui seront valables pour l'électronique, et notamment pour l'électronique de puissance, et donc pour d'autres montages qui n'ont rien à voir avec un chargeur. Et à mon avis, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant pour vous éventuellement de faire le parallèle entre des choses que je vais raconter et des montages à vous qui vous concernent beaucoup plus. Alors c'est un projet qui remonte à il y a un moment au niveau présentation, donc je vais faire pas mal de rappels sur comment c'est fait et comment ça fonctionne pour essayer de ne pas vous perdre au cours de cette longue vidéo. Donc nous sommes partis. Alors au niveau de ce chargeur, on vient brancher la batterie sur les pinces crocodile et on apporte l'énergie au moyen du secteur. Et dans ce boîtier, donc ce chargeur, il y a deux parties bien distinctes. Alors nous avons une première partie qui est en fait une partie alimentation, c'est-à-dire qu'elle reçoit le secteur et elle convertit ce secteur en plusieurs tensions continues fortement rabaissées, donc des tensions qui font partie du domaine très basse tension. Et on a ensuite une deuxième partie qui est à proprement parler la partie chargeur, qui exploite les tensions continues fournies par le premier convertisseur pour charger convenablement la batterie. Alors j'ai fait des améliorations dans les deux parties et on va tout de suite commencer par les améliorations effectuées dans la partie chargeur. Alors pour rappel, la batterie qui a besoin d'être rechargée se trouve ici, et pour être chargée convenablement, elle a besoin qu'on lui fournisse un courant constant, limité à la fois en tension. C'est ce qu'on appelle le fameux mode de charge CCCV parfois, constant courant, constant voltage, donc du courant constant, limité précisément en tension. Alors entre la batterie et ici une des sources de tension continue absolument pas régulée, il y a un convertisseur qui est ici, donc qui se charge de convertir la tension continue non régulée en du courant constant plafonné en tension. C'est un convertisseur qui utilise la topologie Synchronous Buck Converter. Donc on a ici la tension continue d'entrée qui arrive, là les deux MOSFET du convertisseur, celui-ci qui apporte l'énergie et celui-ci qui sert pendant la phase de roue libre et qui remplace la classique diode d'un simple convertisseur Buck. Là en sortie les bobines et là les condensateurs en sortie de lissage de la tension. Alors ce que j'ai commencé par faire ici, c'est que j'ai remplacé les deux MOSFET que nous avons ici par des modèles beaucoup plus récents et beaucoup plus rapides. Plus rapides, c'est-à-dire qui ont leur paramètre total gate charge, enfin personnellement je regarde plutôt la courbe entière, mais disons leur paramètre total gate charge plus faible que les transistors d'origine. C'est donc des MOSFET, les nouveaux, qui vont être capables de commuter, donc s'ouvrir et se fermer, beaucoup plus vite que les anciens, ce qui fait baisser les pertes de commutation. Alors ce que j'ai remarqué d'intéressant avec ces nouveaux MOSFET, c'est que je pouvais carrément réaugmenter la fréquence de découpage de ce convertisseur-là, tellement qu'il n'y avait pas beaucoup de pertes, sans faire incroyablement réaugmenter les pertes de commutation. Et ça peut être intéressant puisque augmenter la fréquence de découpage sur un Synchronous Buck Converter ou Buck Converter, ça améliore le lissage au niveau de la tension de sortie. Alors ces MOSFET là, les nouveaux, ils ont en même temps un RDS on un petit peu plus faible, ce qui fait qu'on va aussi avoir moins de pertes de conduction. Voilà, alors ensuite pour être cohérent, on va continuer dans le sens dans lequel le courant circule pour aller charger la batterie qui se trouve donc ici. Donc le courant le plus sort dans ce sens-là. Le courant passe par ces résistances-là, c'est des résistances de shunt. Elles permettent par mesure de tension à leur borne, à la partie asservissement, de connaître le courant qui circule en temps réel dans la batterie. C'est ça notamment qui permet de faire en sorte de maintenir un courant constant pendant la première partie de la charge. Alors j'ai simplement remplacé ces résistances-là par une résistance de plus faible valeur, ce qui fait un petit peu moins de perte joule. Alors ça paraît un changement de bon sens évident, mais il faut s'assurer que ça ne pose pas de problème. Parce que si on baisse la résistance ici pour un même courant,
Ça va faire une chute de tension plus faible, c'est ce qui est recherché bien sûr pour faire moins de pertes joules, mais une chute de tension plus faible, cette chute de tension elle sert de signal et va être peut-être un peu plus sensible, disons, aux parasites. Et il faut s'assurer que s'il y a des parasites, ils ne posent pas de problème d'interprétation du signal à la partie asservissement pour pouvoir maintenir un courant réellement constant. Ensuite, le courant passe par ce transistor-là, c'est un MOSFET. Alors lui, contrairement au MOSFET du synchronous buck converter, il ne travaille pas en commutation. Il pourrait être remplacé par un relais, donc il est simplement fermé pendant que ça charge pour laisser le courant passer, et maintenu ouvert pendant que ça ne charge pas. Alors ça, c'est une sécurité que j'avais prévue, parce que malheureusement, on se rend compte que si on a fait l'erreur de brancher la batterie à l'envers, là, ici, de permuter les pinces crocodiles, eh bien on se rend compte que malheureusement la batterie peut être en court-circuit par rapport au chargeur. Donc normalement ici on a le moins et le plus, et malheureusement si on a le plus de la batterie qui se retrouve là, on se rend compte que le courant peut remonter comme ça, dans la masse qu'on retrouve ici, et le courant peut remonter dans la diode intrinsèque du MOSFET T2, et finalement la batterie se retrouve en court-circuit à cause de la diode ici qui offre un passage de courant possible. Et c'est pour cette raison-là que j'avais prévu un MOSFET à cet endroit-là qui maintient le circuit ouvert tant que la batterie n'a pas présenté une tension dans le bon sens. En fait, ce MOSFET-là ne peut se fermer que si la partie commande a vu que la batterie présentait une tension dans le bon sens. Alors je l'ai simplement remplacé par un MOSFET qui a un RDS(on) encore un peu plus faible pour faire un petit peu moins de pertes joules. Alors c'est un MOSFET qui est intéressant mais qui malheureusement ne fait pas tout. Lui aussi il a une diode intrinsèque et on se rend compte que dans certaines conditions la batterie est malheureusement en capacité d'injecter du courant dans le chargeur en passant par la diode intrinsèque du T4. Et ça pose un problème technique absolument monstrueux que je ne vais pas prendre le temps de décrire dans cette vidéo, mais que j'ai fait sur le site. Et c'est pour cette raison qu'à l'époque de la construction du chargeur, j'avais mis en place ici une diode. C'est une diode anti-retour qui a pour rôle d'empêcher la batterie d'injecter du courant dans le chargeur. Le souci, c'est que dans cette application-là, avec les courants qui sont mis en jeu, c'est-à-dire de l'ordre de quelques ampères, même en choisissant la meilleure diode qu'on puisse mettre à cet emplacement, c'est-à-dire avec un faible voltage forward, donc une Schottky, eh bien, je me retrouvais quand même avec ici jusqu'à 400 mV de chute de tension parfois. Et 400 mV fois les 5 ampères de courant de charge de la phase CC, et ben ça fait quand même 2 watts de perdu dans le semi-conducteur, ce qui est extrêmement dommage. Mais j'avais malheureusement pas réussi à m'en passer de cette diode. Jusqu'à aujourd'hui, puisque j'ai enfin réussi à remplacer cette diode-là par un MOSFET, comme on peut le voir ici. Alors l'intérêt du MOSFET, c'est qu'en choisissant quelque chose qui a un faible RDS(on), on va avoir une chute de tension pendant que le courant passe beaucoup plus faible qu'avec une diode Schottky. Le nouveau schéma ressemble à ça. Si vous regardez bien, les deux MOSFET sont placés de façon particulière, de façon à ce que leurs diodes intrinsèques se retrouvent quelque part en opposition, si je puis dire. Ce qui se passe, c'est que grâce à cette disposition-là, aucun courant ne peut passer ni dans un sens ni dans l'autre, tant qu'il n'y a pas eu une commande sur les grilles. Il y aura obligatoirement une des deux diodes intrinsèques qui va bloquer le passage du courant, grâce à ce placement-là. Alors pourquoi j'ai pas eu l'idée de faire ça, c'est-à-dire de remplacer cette diode-là par un MOSFET à très faible RDS(on) à l'époque de la construction du chargeur? Eh bien, figurez-vous que j'ai pensé, j'avais essayé de faire marcher ça, c'est-à-dire le MOSFET placé comme ça, et malheureusement, feu d'artifice, ça marchait pas. Alors ça faisait un court-circuit en fait, le chargeur se mettait à court-circuiter la batterie, c'était très surprenant. Mais aujourd'hui, après une très longue étude du phénomène et tout ça, j'ai enfin compris exactement pourquoi ça se passait et j'ai réussi à éviter le problème. Pour éviter le problème, j'ai ajouté quelques composants ici, ce qui fait qu'en fait, dès que la commande de fermeture des MOSFET arrive par là, donc sur les grilles, celui-ci se ferme tout de suite, mais grâce aux composants là qui forment un petit retardateur, celui-ci se ferme avec un léger retard et ça permet d'éviter tout problème de court-circuit. Alors pourquoi, comment, machin et tout, c'est long à expliquer, je l'ai fait sur le site et je ne le ferai pas en vidéo.
Ensuite, dernier changement qui peut prêter à sourire peut-être, j'ai raccourci le câble se trouvant entre le boîtier et les pinces crocodiles. Pourquoi? Parce que j'ai fait des calculs de résistivité machin et tout par rapport au cuivre et tout ça, et je me suis rendu compte qu'on pouvait économiser quelques centaines de milliwatts, donc de perte joule, si on raccourcissait le câble de telle longueur. Et il n'y a pas besoin d'avoir un câble tellement long, à mon sens, entre le boîtier et les pinces crocodiles. Alors maintenant, passons au changement effectué dans la partie alimentation. Alors c'est un convertisseur un petit peu non conventionnel dans le sens où il utilise la topologie demi-pont symétrique mais sans faire de régulation de tension au niveau de la sortie. Donc le schéma grossier de ce truc là, c'est ça. Donc on a le secteur qui rentre par ici, il est redressé par pont de diode et filtré par condensateur, ce qui fait qu'on se retrouve au bord du condensateur avec une tension d'à peu près 325 volts continue. Cette tension se retrouve sur un bras de pont composé de deux transistors MOSFET qui sont commandés par un circuit spécifique de façon à être passants chacun 50% du temps. Là, on a un condensateur qui sert à bloquer toute composante continue et qui va donc forcer le courant qui passe à travers lui-même à être purement alternatif. Ce qui fait qu'on se retrouve au final entre le point de milieu du bras de pont, si je puis dire, et cette borne-là, donc entre là et là, avec une tension alternative carrée à une fréquence de quelques dizaines de kHz. Enfin, ça dépend de la commande qu'on a fait au niveau des MOSFET, bien sûr. Cette tension-là attaque le primaire d'un transformateur haute fréquence. Au secondaire du transformateur, on a du redressement puis filtrage, ce qui fait qu'on se retrouve avec des tensions continues en sortie, pas régulées, puisque la fréquence ici et le rapport cyclique sont fixes. Alors il y a plusieurs secondaires qui fournissent différentes tensions qui n'ont pas les mêmes usages, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui m'intéresse de dire, c'est que j'ai mis en place au niveau des secondaires qui débitent le plus de puissance, c'est-à-dire la puissance qui sert à charger la batterie, j'ai mis en place ce qu'on appelle du redressement synchrone. En français, en anglais on appelle ça plutôt synchronous rectification. C'est-à-dire que à l'origine j'avais le coup classique, c'est-à-dire deux diodes Schottky de redressement, plus des condensateurs en sortie. Et là, j'ai remplacé ces deux diodes Schottky par des MOSFET qui sont là. Des MOSFET plus un circuit ici spécifique de commande. Et ce qui se passe en fait avec cette structure-là, c'est que le circuit de commande a pour rôle de commander la fermeture des MOSFET exactement aux mêmes instants où les anciennes diodes de redressement, elles, devenaient naturellement conductrices. Et ce qui se passe en fait avec ça, c'est qu'en choisissant convenablement les MOSFET qu'on installe à cet endroit-là, on va se retrouver avec une chute de tension à l'état passant, donc entre drain et source, nettement plus faible qu'avec la meilleure diode Schottky qu'on puisse mettre ici, qui ont des voltages forward pas si bas que ça. Et ça, évidemment, ça va se traduire par moins de pertes en conduction dans les semi-conducteurs, ce qui fait un petit peu augmenter le rendement. C'est une méthode qui peut être extrêmement intéressante, donc synchronous rectification, quand on a affaire à des courants de sortie relativement élevés, surtout quand les tensions du jas sont assez faibles. C'est un petit peu le même principe que passer du buck converter au synchronous buck converter. Là, voilà, au lieu d'avoir une diode ici, on a un transistor commandé pour faire moins de chute de tension à la place d'une diode. Alors j'ai fait des mesures de rendement au niveau de ce convertisseur-là tout seul, c'est-à-dire sans la partie chargeur qui va derrière. Et malgré la présence du redressement synchrone, je me retrouvais avec grand maximum, vraiment grand maximum, 84% de rendement. Ce qui est une performance vraiment pas extraordinaire pour ce type de montage-là que je commence maintenant un petit peu à connaître. Et je me suis donc demandé où est-ce que je pouvais avoir des pertes a priori assez importantes. Et assez vite, il semblait évident que le transformateur, donc qui est là, avait un petit peu trop chaud. Alors j'ai entièrement vérifié ce qui se passait au niveau du transformateur, je l'ai démonté même, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de saturation, enfin c'était avant de le démonter, j'ai vérifié les densités de courant, le fil de leads en fonction de la fréquence, bref, j'ai vérifié un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir au niveau de la conception comme défaut et j'ai pas trouvé de problème. Et c'est un peu normal puisque le problème était beaucoup plus sournois que ça. Alors il se trouve dans le cas présent que le transformateur qui est utilisé dans ce montage-là, donc avec une topologie demi-pont symétrique, il sert réellement en tant que transformateur, c'est-à-dire à transférer de l'énergie. L'élément magnétique, le noyau magnétique, ne sert pas à faire un stockage d'énergie qui sera redistribué plus tard, comme dans le cas d'un convertisseur boost, d'une bobine de PFC actif, qui ressemble d'ailleurs énormément au convertisseur boost, ou dans le cas du fameux convertisseur flyback.
Là, on fait du stockage dans cette topologie-là. Là, on n'en fait pas. Et par conséquent, à ma connaissance, à part éventuellement dans d'autres très rares cas, comme on ne fait pas de stockage d'énergie sous forme magnétique, il n'y a pas besoin d'avoir un entrefer, un air gap en anglais, dans le noyau magnétique qui constitue le transformateur. Alors ça, je le savais à l'époque de la construction de mon chargeur, mais ce que je ne savais pas du tout, c'est que l'entrefer était carrément nuisible dans cette application-là. Alors il se trouve que j'ai fait mon chargeur avec des ferrites de récupération, et j'avais pas le choix, il y avait déjà un entrefer dessus, et donc j'ai fait avec. Et je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur un document très technique, écrit en anglais, dont j'essaie de mettre le lien dans la description, qui nous raconte que quand on a un entrefer dans le noyau magnétique, eh bien, au lieu que les lignes de flux magnétique passent tout droit dans l'entrefer, eh bien, elles font des arcs autour du air gap, donc elles font des arcs avant de revenir sur l'autre partie. Et on a donc des lignes de flux magnétique qui se retrouvent dans les fenêtres. C'est-à-dire là où on a les enroulements de cuivre primaires et secondaires. Et ce document technique nous raconte que le fait d'avoir des lignes de flux qui se retrouvent dans les fenêtres, ça fait de l'induction indésirable dans les enroulements de cuivre primaires et secondaires, et que c'est responsable de sorte de perte par courant de Foucault pas possible. Donc ça m'a paru cohérent, j'ai fait confiance et j'ai donc décidé d'acheter des ferrites toutes neuves et un support tout neuf. Alors des ferrites cette fois qui bien sûr n'ont absolument aucun entrefer. J'ai donc redimensionné, recalculé un tout nouveau transformateur. Je l'ai essayé et là, surprise, on fait les mesures et sans problème, à pleine charge, 93,5% de rendement à peu près. Alors le transformateur qui est de taille à peu près similaire au précédent n'a plus du tout la même température qu'avant, c'est là qu'on voit la différence. Et donc voilà, on avait un énorme problème à ce niveau-là. Alors sachant que le transformateur était entièrement à refaire, j'en ai profité pour faire autre chose qui me paraissait quand même assez judicieux. C'est-à-dire que si on regarde la partie commande ici, on se rend compte que j'ai besoin de 5 volts continus régulés précisément, donc c'est fourni par un régulateur linéaire, et besoin aussi de 12 volts continus. Alors auparavant, je produisais ces deux tensions-là bêtement. C'est-à-dire que j'avais repiqué l'entrée du régulateur 12 volts, qui alimente aussi le 5 volts comme on le voit. J'avais repiqué son entrée sur un bus qui fournissait entre 20 et 26 volts continus. Alors ça marche très bien, sauf que ça donne quand même énormément de tension à chuter dans les régulateurs linéaires. Et ce chutage, si je puis dire entre guillemets, se traduit bien évidemment par des pertes joules dans les régulateurs. Alors là, comme le transformateur était à refaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, quitte à le compliquer un petit peu, j'ai rajouté des enroulements spéciaux qui sont calculés précisément pour fournir des tensions qui se trouvent juste au-dessus de ce dont les régulateurs ont besoin pour fonctionner, histoire de leur donner le moins de tension à chuter possible. Alors dans le cas du régulateur 5 volts, j'ai carrément remplacé le régulateur par un régulateur à faible chute, histoire de pouvoir encore plus rapprocher la tension d'entrée de la tension de sortie. Et dans le cas du 12 volts, tout compte fait, j'ai carrément viré le régulateur puisque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'une précision de tension absolue. Donc voilà un résumé des changements effectués. J'ai pas tout dit puisqu'il y a aussi des changements qui ne concernent pas réellement les améliorations de rendement. Ce qui m'intéresse de dire, c'est qu'on est passé, si j'ai bien fait mes mesures, d'à peu près 73% de rendement à quelque chose comme 88% de rendement, ce qui n'a vraiment rien à voir avec avant. C'est intéressant bien sûr sur le plan énergétique, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que ce gain de rendement se traduit par une baisse nette de la température dans le boîtier en fonctionnement. Et ça, c'est tout bénef pour les composants électroniques qui n'ont pas spécialement pour réputation d'apprécier la chaleur. À commencer par les condensateurs électrolytiques, qui sont très présents dans ce montage et vitaux pour son fonctionnement. Et donc voilà, grâce à cette température plus basse, on ne pourra avoir qu'un montage qui sera plus fiable et sûrement plus durable. D'ailleurs, la température a tellement bien baissé que j'en ai profité pour changer le réglage du courant de charge. Je suis passé de 5 A à 6 A, ce qui permet d'écourter les temps de charge d'à peu près 20%. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pour les personnes intéressées, il y aura plus de détails sur le site, le lien dans la description comme d'habitude. Et à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo.